celui-là. Marie-Laure, bonsoir. Célia, bonsoir. Bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Donc aujourd'hui, avec la chaleur, nous avons ramené des bulles de soleil. Julie, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous, Martine, bonsoir. Vous allez bien? Donc, vous allez bien, Nadine? Bonsoir Clémence, bonsoir à tous. Maïté, bonsoir madame. Bonsoir Maïté. Fabienne, bonsoir. Virginie, bonsoir. Et Farid, bonsoir. Fatia, bonsoir. Marie, Nina. Donc, j'attends que vous, Féti, bonsoir. J'attends que vous arriviez tous, puisqu'il est 9h, donc. Il est 9h. Et c'est notre horaire du mardi pour psychanalyse. Pourquoi ces bulles? C'est les bulles de soleil. Martine, Daniela, bonsoir. Samy, bonsoir. Driss, bonsoir. Donc, ce sont des bulles de soleil pour le soleil. Cathy, Charbel, l'obésité, c'est moi. Driss, bonsoir. Sonia, bonsoir. La Seine, bonsoir. Soumaya, bonsoir. Olivier, bonjour. Saya, Leïla, bonsoir. Nidal, Paola, bonsoir. Comment allez-vous? Donc, effectivement, aujourd'hui, l'idée c'est Leïla et Smilska, bonsoir. Donc, notre idée aujourd'hui, c'est de parler de l'obésité. L'obésité. Martine, bonsoir. Farid, très intéressant sujet, on va voir. Farid, Sonia, bonsoir. Donc, nous sommes le 12 juillet, et nous continuons notre espace de psychanalyse pour tous. Donc, je rappelle que je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Annick, Radia, bonsoir. Donc, Maria, bonsoir. Elisabeth, oui, bonsoir. Lauria. Donc, l'obésité, on va parler de l'obésité puisque c'est un problème, évidemment. Salma, bonsoir. C'est un problème de santé qui se répand de plus en plus. Linda, bonsoir. Patricia, bonsoir. C'est un problème de santé tout à fait sérieux. Non seulement c'est un problème esthétique, Kamal, bonsoir, mais en plus c'est un problème, quand on dit que c'est un problème, Céline, bonsoir, que c'est un problème de santé sérieux, Jean-Loup, bonsoir, parce que l'obésité augmente de 12 fois la mortalité de celui qui en souffre. 12 fois. Clémence, bonsoir. C'est-à-dire qu'une personne obèse vit en moyenne 10 ans de moins qu'une personne avec un poids normal. Selon, non, parce qu'on va voir que les particularités de l'obésité. Donc, il y a de nombreux, avant le virus du Covid, il neige des paillettes ce soir. Oui, Elisabeth, Anan, bonsoir. Donc, on parlait quand on parle d'obésité, on parle de pandémie. On dit que c'est la pandémie du 21e siècle. Nicolas, bonsoir. Soumia. Et c'est une pathologie qui augmente, parce que le problème aussi qui augmente et qui augmente dans le monde entier. Ce n'est pas réservé à un pays et que le traitement et la prévention de l'obésité sont devenus des problèmes prioritaires. Dunat, bon, Pierre-Yves, bonsoir, Nassera, bonsoir. Donc nous sommes face à un problème très important, donc nous allons voir bien évidemment ce soir un petit peu comment la psychanalyse pense ce problème. Nicole, Yves-Lise, Céline, Guillet, bonsoir. Donc, par exemple, on va prendre les exemples de la France, mais dans pratiquement tous les pays, nous sommes à des niveaux du phénomène assez importants. On dit qu'en France, par exemple, Isabelle, bonsoir, il y a 17% de la population adulte qui est obèse. 17%.
Angélique Bonsoir, c'est-à-dire que ça représente plus de 8 millions, Agnès Bonsoir, plus de 8 millions de personnes. C'est une maladie chronique qui est évolutive et qui peut passer de l'obésité simple à l'obésité sévère, au complexe. C'est un facteur de risque, donc, comme on disait, majeur, et Camille Bonsoir pour les pathologies les plus fréquentes, c'est-à-dire que ça va augmenter les risques, les difficultés de guérison des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, et aussi on va voir qu'il y a, Christelle Bonsoir, différents types d'obèses. C'est-à-dire qu'il y a l'obésité qu'on appelle centrale et l'obésité qu'on appelle tronculaire, tronculaire du tronc, comme celle d'Obélix. Et ensuite, il y a l'obésité globale, donc comme on disait, l'obésité centrale ou l'obésité qui, Sandrine, bonjour, qui serait celle de la Vénus de Rubens, par exemple. C'est-à-dire que c'est tout le corps. Et cette distinction, elle est importante, elle se fait parce que l'incidence des maladies cardiovasculaires est plus importante dans l'obésité centrale. Et en plus, on a vu aussi qu'elle est plus fréquente chez les hommes. Donc la médecine explique ce phénomène de l'obésité parce qu'elle dit que pour notre mauvaise alimentation, pour le sédentarisme, et qu'en plus ils vont le justifier aussi par une base génétique. Ça c'est l'explication de la médecine. Mais en psychanalyse, bien évidemment, nous n'allons pas nous occuper de ce genre de choses, bien que l'alimentation, Nassima, bonsoir, bien que l'alimentation est très importante, que faire du sport c'est très important, que tous ces éléments, comme vous le savez, ce sont des éléments qui sont importants, mais ce ne sont pas les éléments qui sont en jeu exclusivement dans l'obésité ou qui ne le sont peut-être pas du tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les gens qui vivent de façon sédentaire ou qui vivent avec une alimentation plus ou moins ne souffrent pas tous d'obésité. Donc, en psychanalyse, bien évidemment, quand on parle de l'obésité, Elisabeth, bonsoir, on parle, Faucia, du développement de la sexualité humaine. Puisque, rappelons-le, tout commence dans Laurence Bonsoir, tout commence pour l'être humain quand il est un bébé, tout commence par la bouche, justement par la bouche, tout commence par la bouche. Et que c'est ce développement de la sexualité humaine qui va servir de soutien aux grandes fonctions qui servent à la conservation, parce que la bouche va être avant tout et premièrement donc l'élément qui va permettre l'absorption de l'alimentation. Et donc, c'est-à-dire que la satisfaction que le sujet va trouver, que l'enfant va trouver donc dès son plus jeune âge, qu'il va trouver cette satisfaction érogène de la bouche, va apparaître directement associée à la satisfaction de la faim. Mais Freud, il va tout de suite nous rappeler, il va nous dire que dans un texte, je crois que c'est les 3 essais pour une théorie sexuelle, où il va faire la référence, il dit quand nous voyons l'enfant qui était rassasié par le biberon, par le sein de la mère, qui vient d'être, donc il a les joues toutes gonflées de cette alimentation, du lait chaud, Simona bonsoir, Soraya bonsoir, le sourire, donc il est tout content et il va s'endormir dans un profond sommeil. Et Freud dit, il est évident que nous reconnaissons là l'expression d'une satisfaction, une satisfaction que Freud va appeler sexuelle et une satisfaction sexuelle qu'il connaîtra plus tard, mais que ça commence dès les premiers instants de vie du sujet. Sandra, bonsoir. Et donc, il va y avoir donc chez cet enfant, Marie, Coco de la Moselle, donc la jouissance, la répétition, parce qu'en fait, tout va s'établir par le fait de la répétition, c'est-à-dire que le fait de l'alimentation et de la répétition va laisser une expérience de satisfaction importante et qui va être donc en parallèle avec, comme on disait, cette satisfaction sexuelle et qui ne vont pas se séparer.
en fait, parce qu'il va y avoir d'un côté donc le besoin de la satisfaction de l'appétit, donc de la faim, et en même temps, il va y avoir un autre type de satisfaction. Et on le voit chez l'enfant, quand l'enfant, après prendre son biberon, après avoir été alimenté par la mère, et il va prendre son pouce dans la bouche et il va continuer sa satisfaction. C'est pour ça que là, c'est-à-dire qu'il va utiliser son propre corps pour continuer à suctionner. Et c'est là où on voit, dit Freud, que réellement il s'agit donc d'une satisfaction auto-érotique, dans le sens où il n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour se satisfaire, et que là il ne s'agit plus de la faim. Bonsoir Françoise. Donc il ne s'agit plus de la faim, sinon qu'il s'agit d'une autre type de satisfaction. Donc à partir de là, toute la bouche va commencer à... il y a un apprentissage, on va dire, de sensibilisation des lèvres, de la bouche, Hamza bonsoir, donc qui vont rentrer en jeu. Donc la bouche, c'est donc bien évidemment le premier organe qui apparaît comme zone érogène, on va dire comme zone érogène, et qui va donc demander au psychisme des exigences libidinales. Et c'est ce que Loïc, bonsoir, Hamza, bonsoir, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer quand le sujet est Pierrette, bonsoir. Comment on explique qu'un nouveau-né n'arrive pas à sucer le sein de sa mère ou le biberon? Bon, ben ça, il faudrait plutôt parler à la mère. Non, c'est pas l'enfant qui n'y arrive pas, sinon qu'il y a, on va dire, une implication de la mère dans cette manifestation. Donc, sucer son pouce avec obstination, comme le font les enfants, non, est la manifestation donc la plus précoce d'une impulsion vers la satisfaction. Donc, il y a une grande satisfaction, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qu'il faut d'une manière ou d'une autre les menacer pour qu'ils arrêtent de sucer leurs doigts, leur pouce ou ce qu'ils ont sous la main. Séverine, bonsoir. Donc, qui est à l'origine de l'absorption d'alimentation, qui est stimulée par elle, mais qui tend à atteindre le plaisir indépendamment de la nutrition. C'est-à-dire que, comme il y a satisfaction de la même façon, on va dire que dans certains cas, l'enfant peut se sentir tout à fait alimenté parce qu'il a la satisfaction de la pulsion orale. Donc c'est pour ça que nous allons le considérer comme une satisfaction sexuelle. Et une autre chose donc, que nous avions déjà vue et que nous a dit Freud à de nombreuses reprises, c'est-à-dire que nous n'abandonnons pas ce qui un jour nous a donné une satisfaction et une jouissance. Et les adultes qui gardent cette habitude de succion du pouce, quelle signification, quelle lecture? Ben voilà, la même que pour les enfants. Non, la même que pour les enfants. Non, on avait vu, quand on avait fait référence à l'alcoolisme, par exemple, qu'il y avait aussi quelque chose qui était en jeu de la part de l'alcoolisme, du tabac, des cigarettes, non, de mettre quelque chose dans sa bouche. Chaque fois, les gens qui rongent leurs ongles, les gens qui mangent le bout de leur crayon, tout ça, ça fait référence à ce type de satisfaction infantile que, comme vous voyez, qui n'est pas facile d'abandonner. Puisque, donc, on le répète, l'être humain n'abandonne jamais ce qui un jour lui a donné satisfaction. Alors, ça ne veut pas dire, Geneviève, bonsoir, Daisy, il pleut des étoiles ce soir, comme c'est joli, les étoiles. Et donc, à chaque fois, il y a satisfaction. Donc, mais ça ne veut pas dire que nous devons tous, parce que quand on parle, il y a aussi satisfaction de la zone érogène qui est la bouche. Non, c'est une autre. Il y a des gens qui parlent. Non, donc il n'y a pas la succion, mais qu'il y a si la satisfaction érogène de la bouche. Donc, est-ce que le plaisir gustatif est lié à la satisfaction infantile? Oui, Loïc. Mais le plaisir gustatif, quand on mange, non, quand on aime manger, le plaisir de la bonne alimentation, de bien manger, on va dire, ou le plaisir de manger simplement, bien sûr que ça vient d'une satisfaction infantile, mais qu'on voit qu'elle est déplacée et que si l'alimentation est normale, s'il n'y a pas
de conséquences, on va dire, ce ne sont pas obligatoirement. Alors, est-ce que le plaisir, bonsoir à tout le monde, je suis Christelle, bonsoir Christelle. Donc, et là, il y avait donc une question de, donc les personnes qui rongent leurs ongles sont encore en lien avec la mère, ils n'ont pas réussi à s'en détacher. Non, on va pas dire directement, ils sont encore en lien avec cette satisfaction qu'ils n'ont pas complètement abandonnée. Mais qu'en fait, on va jamais abandonner. Non, on va la déplacer. C'est-à-dire que l'adulte doit déplacer cette satisfaction infantile et ne plus mettre ses doigts dans la bouche. Non, il arrive à un certain âge, on arrête de mettre ses doigts dans la bouche pour avoir notre satisfaction auto-érotique. C'est-à-dire qu'on apprend que justement cette satisfaction orale peut se satisfaire d'une autre façon et avec les autres. Parce que ce qui va rentrer en jeu, non, ce que on va dire que l'adulte doit apprendre à abandonner, c'est à abandonner cette satisfaction auto-érotique, puisqu'il n'y a personne qui est en jeu, il n'y a personne qui va intervenir, donc c'est avant, la satisfaction auto-érotique, c'est avant la masturbation. Donc, et donc ce qui se passe, c'est que évidemment, face à des circonstances concrètes de la vie qui vont nous empêcher certaines fois d'obtenir une satisfaction immédiate, non? Comme adorent les enfants obtenir des satisfactions immédiates et que pour l'adulte c'est quelque chose qui est un apprentissage, on va dire que c'est un apprentissage pour que l'adulte puisse savoir qu'il y a des satisfactions qu'on ne peut pas avoir comme ça. Immédiatement, sinon qu'il y a, Natalia, bonsoir, un travail à réaliser pour obtenir la satisfaction. Mais il y a certaines personnes, donc toujours en position un peu infantile, qui souffrent parce que auto-érotique, oui Geneviève. Donc il y a aussi une satisfaction, non, auto-érotique, donc dans la cigarette. Mais dans la satisfaction, vouloir une satisfaction immédiate dans la réalité, non, c'est-à-dire que le sujet, l'adulte peut avoir dans certaines situations de sa vie ce type de prétention, on va dire. Et que face à l'insatisfaction, puisque pratiquement rien dans notre vie nous donne des satisfactions immédiates, sinon qu'à chaque fois il y a une préparation qui est nécessaire, il y a un travail qui est nécessaire pour obtenir la satisfaction. Mais quand on se retrouve dans certaines difficultés, on va dire difficultés de la pulsion, je ne dis pas de notre vie quotidienne, sinon de difficultés de la satisfaction de la pulsion, eh ben, le sujet, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance, donc il préfère retourner à des modes de satisfaction antérieurs, les modes de satisfaction d'autrefois. C'est-à-dire que la libido, elle va retourner à ce type de satisfaction. Nadia, bonsoir. Là où il avait trouvé pleine satisfaction. Et donc voilà ce qui se passe dans de nombreux troubles alimentaires. Quelle différence entre satisfaction érotique et masturbation? La satisfaction auto-érotique, en général, la masturbation, il y a quelqu'un d'autre, ne serait-ce que dans le fantasme. Hein, dans les fantasmes pour la masturbation, Elodie, bonsoir, Séverine. Donc il y a un autre dans la masturbation, alors que dans l'auto-érotisme, il n'y a pas d'autre, même dans le fantasme. Que penser? Non, on suce son pouce, on mange on ronge ses ongles, il n'y a pas d'autre. Que penser alors du fait de trop manger, parler et ne pas pouvoir se restreindre, se limiter? C'est de ce dont on va parler ce soir, Séverine. Donc, ce que fait le rapport de l'obésité à la boulimie. Donc effectivement, qui doivent être très souvent, bonsoir René, en relation. Vanessa, bonsoir. Donc je disais que le névrosé en général, face à la réalité qui lui donne pas une satisfaction immédiate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner, il va régresser, donc à des lieux de la libido où la libido trouvait une pleine satisfaction. Par exemple, vous pouvez voir quand on fait référence encore à ces gens qui se rongent les ongles, par exemple, quand ils sont énervés, quand ils n'arrivent pas à la satisfaction, eh ben, ils vont se satisfaire, il va y avoir une satisfaction de la pulsion en se rongeant les ongles, par exemple. D'accord, si donc ce sont des régressions à des états antérieurs de l'organisation génitale infantile. Bonsoir Isabelle. Soraya, vous allez parler de l'alternance anorexie-boulimie. Non, je vais parler de l'obésité, Soraya, ce soir. Donc, quand on parle d'obésité, Céline, bonsoir, quand on parle d'obésité, on parle de l'accumulation exagérée, non? Et sans l'accumulation exagérée d'aliments, sans une dépense correspondante, sans qu'il y ait, non, l'activité nécessaire pour éliminer, non? Pour éliminer
donc les calories. Non, et on va voir qu'il y a une première chose qui est très importante, c'est-à-dire que, Annie, bonsoir, le rapport de la nourriture représente généralement notre rapport à la vie. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr, puisque c'est l'alimentation, mais le rapport à tout ce qui concerne l'être humain est en relation à la vie, non? Alors bien sûr, quand on fait référence à l'alimentation, on dit qu'il y a des gens, par exemple, qui sont boulimiques parce qu'ils mangent, non, parce qu'ils ont peur que s'ils ne mangent pas assez, ils vont mourir, non, ça. Donc ça, ce sont des fantasmes inconscients qui peuvent exister chez certains sujets qui les poussent à la boulimie. Donc bien évidemment, il y a la vie qui est en jeu, mais la vie est en jeu dans pratiquement, euh, on va dire, notre relation à la vie, dans tout ce que nous faisons. Donc, il y a une première chose, comme on voit, ce déséquilibre qui existe entre la quantité d'aliments que le sujet va ingurgiter et le peu de calories qu'il va dépenser, donc ce qui va présenter donc le phénomène de l'obésité. Et on va voir que c'est quelque chose qui existe donc au niveau psychique. C'est quelque chose qui existe au niveau psychique, c'est-à-dire qu'on peut concevoir des personnes qui sont obèses sans être obèses physiquement. On va dire que ce sont des personnes qui sont obèses psychiquement, donc qui peuvent souffrir de symptômes d'obésité psychique. Par exemple, on va voir, quid du facteur génétique outre la quantité et la dépense. Si, mais le facteur génétique, nous, en psychanalyse, non, c'est pas un facteur qui va être pris en compte, puisqu'en plus, on ne va pas le considérer comme un facteur déterminant. Dans le sens où, après, c'est vrai qu'il y a des facteurs, mais plus que génétiques, ce sont des facteurs de la famille. C'est-à-dire qu'il y a des familles où ils sont tous obèses, ils sont tous gros, et ça fait partie de la marque de la famille. Est-ce que vous allez parler d'obésité et problèmes de thyroïde? Dans les problèmes de thyroïde, je ne vais pas en parler, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes physiques où Rose, bonsoir Michel. Donc, il y a des problèmes physiques, par exemple les problèmes de thyroïde, qui vont être un inconvénient pour justement la dépense des calories et aider la personne à maigrir. Mais là, je parlais de ces obèses psychiques. Et ces obèses psychiques, on va le voir dans le sens où on va dire une ambition démesurée, par exemple, une ambition démesurée peut être accompagnée par un manque de capacité de travail. Et c'est ça qu'on va appeler des obèses psychiques. Non, c'est-à-dire beaucoup d'ambition et peu de capacité de travail. Non, donc ils n'ont pas. Bonsoir Nadia. Donc, si nous revenons forcément à chaque fois à des satisfactions archaïques, comment nous pouvons se défaire de cette habitude, déplacer le problème ou le refouler? Non, le refouler, il ne faut pas le refouler. Non, parce que justement, c'est ce qui se passe. Et quand on le refoule, c'est là où il y a l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Et que le travail qui a été fait, c'est la répression, puisqu'on va régresser. Donc pour éviter ça, pour éviter donc ces modèles effectivement auxquels nous avons tendance à chaque fois à régresser dans ces premières satisfactions infantiles, c'est la psychanalyse. C'est la psychanalyse. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la psychanalyse en ligne, c'est quelque chose qui est, on va dire, tout à fait praticable, qui se pratique d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, parce que la méthode de la psychanalyse, c'est parler, associer librement, non, et donc, c'est quelque chose où la psychanalyse est tout à fait recommandée. Est-ce que vous parlez de la prise en charge psychanalytique? La prise en charge psychanalytique va être la même dans tous les cas, Sarah. C'est-à-dire que, non, on va toujours appliquer, on va dire, la même méthode. Ce qui va se transformer, c'est la position du psychanalyste, c'est-à-dire l'écoute du psychanalyste. C'est le psychanalyste, par exemple, un obèse dont on parlait, un obèse psychique, c'est quelque chose où on ne va pas le voir, non? Et il y a un problème, un problème de refoulement. L'obésité, non, donc on va voir, non? Donc c'est un problème, oui, mais le corps manque en ligne. Oui, mais on n'a pas besoin du corps pour parler. Non, que je veux dire que le plus important justement c'est la parole. Et puisqu'en psychanalyse, ce dont il s'agit, c'est d'apprendre à parler. Donc,
Et il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu dans une psychanalyse en ligne qui vont de toute façon manifester d'autres choses du sujet. Mais bon, pour revenir à l'obésité, c'est-à-dire que, rappelons-le, le corps parle quand le sujet n'est pas capable de le dire avec des mots. L'obésité psychique serait une différence entre potentiel libidinal et capacité de réalisation, concrétiser sa libido en action, une incapacité à agir. Exactement. Très bien, Loïc. Exactement. Ça, ce serait l'obésité psychique. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir avec le corps, puisque la personne n'a pas besoin d'être obèse pour ça. Elle peut l'être aussi, non? Et Céline confirme que la psychanalyse en ligne fonctionne parfaitement bien. Donc, que ce qui est en jeu donc dans l'obésité en général, ce sont des gens ambitieux. Donc ça va être une des qualités, des caractéristiques, on va dire, de l'homme, mais pas de tous, non, pas de tous. Donc on disait que le corps parle, non, c'est-à-dire que la scène, c'est un problème de mécanisme de défense. Donc qu'est-ce qui empêche d'agir? Alors, ça c'est autre chose. Non, ça c'est une autre problématique, parce que là on parle une incapacité à travailler, non? Donc une incapacité à travailler, c'est-à-dire une incapacité à à faire face donc à la réalité et à savoir que si je veux travailler comme psychanalyste, je dois étudier la psychanalyse, par exemple. Non, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tout demande un travail dans l'être humain. Arranger son rythme alimentaire, ça demande un travail, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Tout chez l'être humain a besoin d'un travail. Donc quand la personne a une petite capacité de travail, évidemment, il y a des ambitions, parce qu'on peut avoir une petite capacité de travail et peu d'ambition. Donc, quel tarif pour la psychanalyse en ligne? Donc, je comprends pas. Alors, vous dites la psychanalyse est-elle possible grâce à l'écriture? Si, mais il faut déjà, Loïc, être passé par une psychanalyse parce qu'il faut être écouté. Donc elle peut passer aussi, il y a des gens qui s'analysent en écrivant et qui envoient un mail, donc un mail par semaine par exemple au psychanalyste, et c'est aussi quelque chose qui est possible. Mais dans tous les cas, ce dont il s'agit, c'est de parler. Donc il y a des gens, ou parce qu'ils n'ont pas la possibilité que ce soit de façon différente, ou pour initier, non, comme un premier contact, et petit à petit, ça va se faire. Il va y avoir, alors attendez, ici, merci pour le thème, je suis obèse, surtout après la maladie de mon fils, Karima. Donc ça c'est peut-être une dépression. Non, au fond de moi, je veux maigrir, mais j'ai pas la volonté. Donc c'est pas une question de volonté, c'est parce qu'il y a d'autres, non? Parce qu'on pense aussi que c'est une question de volonté, qu'il faut avoir la volonté de maigrir, il faut avoir le désir de maigrir. Non, il faut avoir le désir de pouvoir transformer la situation, transformer sa relation donc avec la réalité extérieure. Donc, on va dire, attendez, parce que là, j'ai pas vu quel est le ressort inconscient qui restreint la capacité à agir. Dans chaque cas, on va dire que c'est quelque chose qui va dépendre du sujet, non? Parce que qui va restreindre la capacité à agir. La première chose qui me passe par la tête, c'est que agir, ça veut dire transformer ma réalité. Et donc, face à la possible transformation, parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent se transformer, et pourtant, Freud, il a découvert que face au changement, nous tremblons, nous avons peur de changer. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une sorte de non, un petit peu et non, oui et non. Donc, c'est pour ça que le travail de la psychanalyse est si lent, on va dire d'une certaine façon, c'est qu'il n'est pas lent, mais qu'il n'est pas aussi rapide que certains voudraient qu'il soit, dans le sens où il y a une résistance de la part du sujet à changer, alors que justement le travail, c'est ce qui va nous permettre les modifications dans notre réalité comme dans notre vie psychique. Donc, on disait que le corps parle dans ce que le sujet n'est pas capable de dire, mais il n'est pas capable de le dire parce qu'il y a eu répression.
non? C'est-à-dire comment agit l'analyse pour transformer la réalité, par exemple. On va dire, parce que quand on dit que le sujet n'est pas capable de dire, ce n'est pas qu'il a la phrase dans la tête et qu'il ne la dit pas, c'est que directement il y a répression, c'est pour ça qu'il ne peut pas dire. Quand le sujet se présente en analyse, par exemple, et dit je ne sais pas quoi dire, c'est vrai, il ne sait pas quoi dire, c'est-à-dire qu'il a réprimé. Donc il n'a pas de mots, il n'a rien à dire parce qu'il a réprimé, donc il y a répression avant. Donc c'est le travail qu'il va s'agir de faire, c'est que petit à petit, le sujet abandonne l'utilisation de ce mécanisme de la répression et qu'il commence à utiliser d'autres types de mécanismes. Quand on mange nos émotions, on devient obèse. Samia. Donc, est-ce qu'on peut parler d'obésité après l'âge de 25 ans? Bien sûr, l'obésité, c'est toute la vie. L'obésité, donc effectivement, il y a des obésités infantiles, mais ça va durer, ça peut durer toute la vie. Non, il y a des gens qui vivent avec ce problème de poids. Non, il y a toujours des choses à dire. Non, il y a toujours des choses à dire. Exactement, il y a toujours des choses à dire, surtout en psychanalyse. Donc, on disait que donc le corps, quand il parle, ben, il manifeste, on va dire, dans le réel, ce qui ne peut pas être symbolisé, parce que parler, c'est symboliser. D'accord? C'est-à-dire que le symptôme apparaît, non, comme substitut de la satisfaction. De la même façon que parler, parler en analyse, c'est un apprentissage de la satisfaction à parler, à apprendre à avoir la satisfaction d'avoir parlé dans une séance, non? Il y a des gens qui ressortent contents de leur séance, pas tout le temps bien évidemment, mais qui ressortent contents de leur séance parce qu'ils ont beaucoup parlé, parce qu'ils ont pu dire, parce qu'ils ont pu, non? Et donc ça donne une grande satisfaction. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne, donc, donc, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de satisfaction dans la réalité, en fait, la satisfaction, le sujet va la chercher sur son propre corps. Non? Donc, et la majorité des gens obèses, en général, on va voir, alors il y a des gens des obèses qui vont manger des produits tout à fait spécifiques et il y en a d'autres qui vont manger absolument n'importe quoi, ce qu'ils ont devant eux. Est-ce que l'obésité peut amener à la boulie? La boulie. Oui, pourquoi pas. Très bien expliqué, merci. Ok. Et donc je disais que la majorité des obèses, donc on voit qu'ils mangent n'importe quoi, ils mangent ce qu'ils ont devant eux sans penser, non, ni même à ce que c'est. Le poids des mots, comme c'est joli, Olivier, le poids des mots. Donc, mais les mots n'ont pas de poids. Donc c'est joli comme métaphore, mais les mots n'ont pas de poids puisque en fait ils s'envolent comme le vent. Ils s'envolent, non? Donc c'est pour ça aussi apprendre à parler sans sentir que si je dis ça, après ça va déterminer toute ma vie. Non, je dois apprendre à parler, à parler, à parler, et ce que je dis aujourd'hui va être effacé par ce que je dis demain. L'obésité est-elle un facteur psychologique ou est-ce que quelque chose qui appartient à la personne elle-même? Je veux dire la nutrition. Donc la nutrition, bien évidemment qu'elle elle participe, mais la manière de s'alimenter est propre au sujet, non? Une façon de retourner une libido morbide sur lui-même. Donc, et la conséquence d'un signal non interprété psychiquement et d'une pulsion, d'une envie irrépressible de répétition. Donc, on va pas dire que on va dire que le corps c'est toujours la scène où va prendre place le résultat de certains mécanismes psychiques. Donc quand il n'y a pas la possibilité de parler ou de faire autre chose, parce que écrire aussi c'est une manière, on va dire, de décharger l'énergie, non? Des corps obèses, corps mélancoliques, exactement. Est-ce que l'obésité peut être liée à une culpabilité à se séparer de la mère? Ben, on va voir plutôt que ce qui se passe avec l'alimentation, c'est que quand le sujet il mange, ben après il se sent coupable d'avoir mangé tout ce qu'il a mangé. Donc il y a la culpabilité qui va venir après et qui va produire donc une sorte de cercle vicieux. Parfois un lien est fait entre l'obésité et le deuil, avec l'incorporation de l'autre dans le deuil. La séparation est impossible, l'ombre d'un autre incorporé. Non, et c'est une possibilité, non? Les émotions sont pesantes lorsqu'elles ne sont pas exprimées et une sensation de libération quand elles s'expriment. Bah surtout, on va dire Loïc, c'est qu'il y a plus qu'une sensation de libération, sinon que les émotions se transforment. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent des fois ne pas parler. Parce qu'ils savent que quand ils vont parler,
leurs émotions vont se transformer. Et donc, parce que il y a toujours, non, dans toutes les exagérations, parce que vous voyez, par exemple, aussi, il y a quelque chose d'important à voir quand on parle de l'obésité, c'est-à-dire que le sujet, il a une certaine satisfaction avec son corps obèse. Alors, il y a des gens qui sont fiers de leur corps. En plus, au plus je suis gros, au plus je prends de place. Donc, après, il y a toute cette signification pour le sujet qui va y avoir, donc, avec cette image de son corps. Non? L'inconscient s'est manifesté à travers le corps. C'est pas l'inconscient, Kamal. Non, parce que l'inconscient n'est pas obligatoirement négatif. C'est le résultat de la répression, le résultat de ne pas parler. C'est notre appareil psychique qui va produire ça sur le corps parce que le sujet n'a pas parlé. Parce qu'il n'a pas la capacité de parler. C'est pour ça que je dis que c'est un apprentissage. Parce que nous parlons en liberté relativement. Donc, nous avons des difficultés à utiliser, par exemple, même en séance, la liberté, puisque en séance, c'est un espace pour pouvoir dire tout ce qui nous passe par la tête, sans censure, sans vouloir sans autre objectif que celui de parler, on va dire. Donc, et ça, c'est une grande liberté qui est à la disposition de l'être humain, et pourtant que l'être humain a beaucoup de difficultés à utiliser, que ce n'est pas facile d'utiliser la liberté. On parle de la liberté d'expression pour critiquer les uns les autres, pour dire du mal des uns les autres, comme quoi j'ai le droit de dire, mais il ne s'agit pas de ça. La liberté de parler. L'obésité peut-elle être un symptôme? Je pense à la jouissance du symptôme. Exactement, Soraya. Évidemment que l'obésité est un symptôme. D'accord? Et qu'il y a bien évidemment une satisfaction dans le symptôme. C'est bien pour ça que c'est difficile de maigrir, c'est bien pour ça qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose de la volonté, sinon qu'il y a quelque chose du sujet, il y a une satisfaction. C'est pour ça que pouvoir modifier ce type de satisfaction en autre chose, là peut-il permettre de sortir d'une boulimie psychique? Loïc, il y a des voyages en Grèce qui peuvent nous guérir, mais ce n'est pas une méthode. Non? C'est-à-dire qu'après, il y a effectivement, chacun va trouver en disant, moi, depuis que je suis tombé amoureux de Pépito, ma vie va beaucoup mieux, j'ai maigri et tout ça. Mais c'est pas une méthode, on va pas tous tomber amoureux de Pépito pour régler nos problèmes. D'accord? C'est-à-dire que l'art, c'est quelque chose de très bon, mais qui ne va pas transformer l'appareil psychique. Donc ça, c'est quelque chose qui est en jeu, l'appareil psychique. Non? La seule manière d'avoir une intervention sur l'appareil psychique, sur l'énergie qui est en jeu dans l'appareil psychique, puisque c'est de ça dont il s'agit, principalement, c'est la psychanalyse. C'est le seul moyen. Donc après, bien évidemment que nous pouvons tous développer nos capacités créatives pour faire de l'art. Merci, en vous écoutant, c'est ceux qui veulent jouir de quelque chose qui nous fait du mal. L'art ou la création. Donc, on va voir, par exemple, s'articule-t-elle à la séparation comme une tentative de combiner un manque ou une compulsion de répétition pour tenter de maîtriser ce manque? C'est justement ce dont j'allais parler comme maintenant. L'obésité psychique est-elle une autre façon de parler de la pensée opératoire? Je ne sais pas ce que c'est que la pensée opératoire, Audrey, mais l'obésité psychique, disons, va montrer, non, le phénomène. Donc l'obésité psychique, on va la découvrir uniquement en psychanalyse. Parce que l'obésité, non, le symptôme, je veux dire, la personne qui est obèse, elle montre son symptôme à tout le monde. Mais l'obèse psychique, non, il est plus discret, on va dire, non, puisqu'il n'a pas besoin de grossir pour montrer sa situation. Donc, une manière de comprendre la personne obèse, c'est de la mettre en relation, donc, justement, avec le manque. Alors, quand on parle du manque, on ne parle pas de manque affectif, on ne parle pas de manque d'amour, on ne parle pas de manque de vitamines, on parle d'un manque qui est constitutif chez le sujet. La psychanalyse chez les adolescentes fonctionne bien sûr. Bonsoir à tous, j'adore l'exemple de Pépito, drôle et éloquent, d'accord. Et donc, je disais que je parlais de ce manque qui est constitutif dans chacun de nous. Mais ce manque, ce n'est pas quelque chose qu'on a à sentir, c'est quelque chose qui fait partie de l'appareil, d'une certaine façon, on va dire, et qui va permettre que l'appareil soit en fonctionnement. C'est ce qui fait que tous les matins on se lève.
on va dire. Donc la psychanalyse permet de déplacer les énergies refoulées dans l'inconscient vers la conscience. D'une certaine manière, oui, Loïc. Donc c'est pas, non, c'est pas aussi facile, on va dire, mais c'est quelque chose. C'est-à-dire effectivement des choses qui ont été réprimées et qu'ils vont pouvoir apparaître dans la conscience. Relation de l'estime de soi et de l'obésité. Donc vous voyez, donc il y a des gens, donc sur certaines personnes, ils vont gagner de l'estime de soi parce que ils vont être plus gros, et il y a des gens, c'est le contraire. Donc ça dépend, non, ça dépend de chaque sujet. Donc je parlais de ce manque et de ce manque qui est constitutif et que donc nous devons faire avec. Donc vouloir manger pour couvrir ce manque, donc on va faire la lecture au niveau psychanalytique que certaines personnes mangent pour essayer de combler ce manque, un manque qui, il n'existe pas la possibilité de le combler. C'est-à-dire que c'est un impossible combler ce manque, puisque ce manque fait partie. Pourquoi, par exemple, la perte de contrôle alimentaire a lieu toujours le soir? Parce qu'il y a une sorte d'anxiété qui arrive maintenant le soir. Il y a une anxiété, non? Une anxiété et une augmentation peut-être de l'excitation, qui fait que face à cette tendance, non, parce que l'anxiété et l'angoisse, ce sont des éléments qui vont rentrer en jeu, donc, et que le sujet va essayer de tranquilliser son anxiété et son angoisse. Donc le sujet, il mange pour essayer de combler ce manque qui est constitutif. D'accord? Et c'est-à-dire ce manque qui est constitutif, qui est un manque. Et je crois que Peggy, vous êtes en train d'envoyer des messages, mais que je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais, mais que ce manque qui est constitutif, vouloir le combler, ça produit des symptômes obligatoirement. C'est-à-dire, c'est être incapable de se maintenir dans le désir. Non? C'est-à-dire qu'il veut épuiser le désir, même si qu'après, il sait qu'il reviendra, parce que, non, ça va revenir. Qu'en fait, on ne peut pas rassasier le désir. Le désir est insatisfait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction de la pulsion, mais en même temps, le désir, une fois qu'on a obtenu ce qu'on désirait, on a besoin de désirer autre chose. Et c'est ça l'être humain, non? L'être humain, qui doit être en relation donc. Et donc, par exemple, on va dire que l'obèse, il va essayer d'épuiser la faim en absorbant donc des aliments. Mais l'envie de manger demeure. Comment faire avec? Pourriez-vous nous en dire plus? Merci. Sur le manque. Le manque constitutif, c'est-à-dire que nous sommes le manque, le véritable Sarah, le véritable manque, c'est ce qui nous manque véritablement, c'est l'immortalité. Donc on va dire, pour résumer, non, la place de la psychanalyse lacanienne dans l'accompagnement de l'obésité. Donc de la psychanalyse, non, la psychanalyse lacanienne, je dirais que ça n'existe pas, dans le sens où il n'y a pas de psychanalyse sans Lacan, non? Donc c'est la psychanalyse, où on est dans le champ de la psychanalyse, ou on n'est pas dans le champ de la psychanalyse. Donc je disais que l'obèse épuise la faim donc en absorbant des aliments, mais les envies de manger demeurent. C'est-à-dire qu'il y a, non, ce désir de manger, l'envie de manger qui se maintient et qui ne supporte pas que, en fait, c'est la relation du sujet avec son propre désir, où le sujet doit pouvoir tolérer que le désir, il est là et qu'on ne va jamais le rassasier ni le combler. Est-ce que l'obésité peut être un mécanisme de défense? Alors pourquoi vous parlez de défense? De défense de quoi? Donc par exemple, et quand on parle donc de ces opérations chirurgicales, la chirurgie bien évidemment peut éliminer la faim, mais la personne ne perd pas les envies de manger. Elle n'abandonne pas les habits de manger. Non, les traumatismes infantiles sont les déclencheurs de ces troubles. Pourquoi les traumatismes? Oh, voilà, encore un mot sur le manque constitutif, celui de l'immortalité. Et donc, on va dire, c'est-à-dire qu'avec la chirurgie, par exemple, on n'a pas transformé la mentalité de l'obèse. Non, parce que la mentalité de l'obèse, dans le sens où, dans la mentalité d'être en relation, donc, avec l'alimentation, avec la bouche, donc ça peut être avec le manque, et comment apprendre à le tolérer? Donc ça, c'est une bonne question, Manon. Donc ça, c'est quelque chose où on va voir que la psychanalyse est indispensable pour pouvoir apprendre à... C'est pas tolérer ce désir, non, c'est
c'est tolérer que nous sommes des sujets désirants et qu'en plus nous avons la capacité de désirer n'importe quoi. C'est-à-dire que nous ne désirons pas exactement ou obligatoirement ce que nous pensons que nous désirons. Parce qu'une chose, c'est dire je veux ceci, je veux cela, je désire ceci, je désire cela. Et après, il y a le véritable désir qui est en jeu. Donc, c'est tolérer les désirs qui sont en jeu en nous. Je pense que la chirurgie ne règle pas le problème psychique chez la personne. Ben non, puisque la chirurgie ne touche pas le psychisme. Donc, pour revenir sur l'idée du manque, en fait, c'est le manque, c'est constitutif et c'est quelque chose qui fait partie du sujet, c'est-à-dire que dans la constitution du sujet, tout au début, non, il y avait cette union qu'on appelle cette cellule narcissique où l'enfant, en fait, appartenait à la mère, que, en fait, il n'y avait pas pour l'enfant, il n'y avait pas de séparation entre lui et sa mère. Donc, il y a tout un premier temps dans la constitution du sujet où en fait il ne forme qu'un. Et il est nécessaire donc ce troisième qui arrive pour pouvoir séparer l'enfant de la mère. Et donc c'est quelque chose d'ailleurs avec lequel l'enfant n'est pas tout à fait content. Et ça va produire un manque. Mais en fait le véritable manque, c'est comment comprendre ce que nous comblons réellement par la nourriture. Mais pourquoi vous voulez comprendre, Loïc? Ce qu'il faut, c'est le transformer, pas le comprendre. Donc, quand on parle de ce manque au départ, de cette cellule narcissique, en fait, le manque, c'est parce qu'en fait, on a cru, parce que l'enfant a cru pendant un temps que sa mère ne vivait que pour lui, que la mère ne désirait rien d'autre que lui, que tout d'un coup, il s'est rendu compte que c'était pas vrai. Que plus d'informations sur la place du désir. Donc, c'était pas vrai. C'est-à-dire que la mère, elle avait d'autres centres d'intérêt que son enfant. Donc là, il y a un manque qui va se produire. Non, mais pas un manque de la mère, un manque constitutif dans l'appareil. Parce que la mère, elle peut faire très bien son travail et elle peut être là. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qui est en relation avec la réalité. Non, rappelons-le, ici, on fait une référence à notre appareil psychique. Non, donc c'est pas une cassure, c'est une séparation, Céline. Donc c'est une séparation par lesquelles nous sommes tous passés. Non, et c'est une séparation qui est obligatoire et par laquelle nous sommes tous passés. Et qu'en plus, ce n'est pas quelque chose que nous avons vécu et que ça y est, c'est fini, nous nous sommes séparés de maman, maintenant c'est bon. Sinon que c'est quelque chose qui est à chaque fois en jeu, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ma vie où je suis plus impliquée qu'habituellement, on va dire, où je me retrouve encore dans une situation où je vais devoir décider psychiquement ce que je fais. Qui déclenche le problème d'obésité? Qui déclenche? Pourquoi qui, Céline? Pourquoi la question? Donc, et après, donc, il y a toute cette partie de l'anxiété et de l'angoisse. Donc, puisque l'angoisse et l'anxiété, ce sont des choses donc que nous sentons, que nous ressentons, et donc qui produit donc chez le sujet, quelque chose d'intolérable, et et que donc le sujet, ces sensations corporelles, donc il a des difficultés à supporter, non? Oui, mais cette séparation est mal vécue alors pour la personne obèse. Non, 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 cette séparation n'est pas mal vécue. Cette séparation, elle est mal vécue pour tout le monde. Mais, ou pas, non? On va dire. Quand on parle aussi du manque, Sarah, on va dire le manque, il faudrait que la mère revienne satisfaite quand elle réapparaît, ce serait le rôle du père. Non, 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 il n'y a rien à changer. C'est comme ça que nous constituons. Pourquoi vous voulez modifier notre constitution? Non, nous devons nous adapter à cette constitution, pas pouvoir modifier la constitution. Non, c'est comme quand on va apprendre à parler, on va se rendre compte que le mot, ce n'est pas la chose, qu'il y a une séparation entre le mot et la chose. Non, que ça c'est quelque chose aussi, on dit que le véritable traumatisme de l'être humain, c'est son entrée dans le langage. Le rejet par la mère peut-il déclencher l'obésité? Non, il n'y a pas obligatoirement. Après, il faut écouter chaque cas. Nous, ici, on essaye de voir un petit peu pour montrer qu'il y a des éléments psychiques qui vont déterminer l'obésité. Non? Et le rejet par la mère, qu'est-ce que ça veut dire? Pour
que ça ne soit pas traumatique, ce sera toujours douloureux, je voulais dire. Ce n'est pas traumatique, c'est par lequel on va tous passer. La place du désir entre angoisse et satisfaction. Donc effectivement, non. Donc c'est un manque toujours d'être en relation, parce que c'est pas un manque de tolérance, sinon que face à notre désir, l'être humain, ce qu'il fait face à son désir, c'est qu'il rejette. Moi, désirer ça, pas question. Poum. Il rejette, il réprime, il forclue, il le nie. Donc manger est une façon pour nous de se remplir pour combler un manque. Exactement. Pour certains, pas pour tout le monde, non? Le mot permet la synchronisation. Très bien, René. Oui, effectivement. Donc, le mot permet la possibilité de parler. Mais que, c'est pour ça que la difficulté de la communication entre les gens, parce que je dis un mot et chacun va écouter un mot différent. Non? Donc, et donc, il y a beaucoup de gens qui sont nerveux et qui vont utiliser l'alimentation, et en général, donc pour les boulimiques, qui vont manger comme ça, se remplir, se gaver complètement, pour essayer donc de tranquilliser cette anxiété ou cette angoisse. Non? Et pourquoi? Parce qu'ils vont obtenir, non? En se gavant, ils vont réussir peut-être à obtenir une certaine satisfaction qui va les calmer. Donc ils ne mangent pas bien évidemment par faim ou par nécessité, sinon qu'ils mangent pour essayer de calmer cet état anémique, non, qu'ils ne supportent pas. En fait, c'est comme non, parce que l'anxiété aussi, il y a des gens qui parlent d'anxiété avec un tout petit niveau d'anxiété, c'est-à-dire une sensation désagréable. Et il y a des gens qui vont parler d'anxiété à partir d'un niveau, non, que nous avons tous un niveau de tolérance du désagréable, on va dire, du désagréable. Et les gens qui ne tolèrent pas du tout le désagréable, en général, ils ont une vie très réduite. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses où on doit passer outre le désagréable. Pourquoi? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre. Non? Mais ça ne fonctionne pas pour qu'on continue, parce que nous ne cherchons pas toujours le fonctionnement. Maintenant, ce qui fonctionne, c'est autre chose, il y a une autre satisfaction. Non? C'est-à-dire qu'il y a une autre satisfaction. Bien sûr qu'on ne va pas éliminer l'anxiété en mangeant, mais il va y avoir une petite satisfaction quand on mange qui va tranquilliser un minimum. Et c'est ce que le sujet arrive à se faire. En tout cas, c'est la solution qu'il a trouvée. Non, c'est pour ça que vouloir transformer une manière de satisfaction, mais pourquoi quelques-uns arrivent à mieux s'en sortir avec moins d'anxiété, c'est-à-dire à mieux faire avec le manque, à mieux tolérer le désagréable, je dirais, non? À mieux tolérer le désagréable, c'est-à-dire que les gens qui grandissent, les gens qui se développent, ce sont des gens qui ont une capacité à supporter le désagréable. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas supporter le désagréable, ou qu'ils le voient, ils ne le supportent pas, non? Donc, comme je disais, et ensuite, donc, après m'être gavé, non, j'ai le sentiment de culpabilité d'avoir fait ce que j'ai fait, ce qui augmente donc de nouveau l'anxiété. Et donc c'est pour ça qu'on arrive dans un cercle vicieux, dans le sens où l'anxiété, en fait, j'arrive pas en mangeant à l'éliminer. Je peux la réduire à un moment, non, comme peut le faire certains médicaments, mais je ne peux pas l'éliminer. Donc, et ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est en jeu, donc comme je parlais, et qui est très important, c'est la perception de l'image corporelle. Donc, pour certaines personnes, non, donc surmonter l'anxiété, ben ça c'est un apprentissage, il faut apprendre. Surmonter l'anxiété, c'est un apprentissage, apprendre à attendre, on avait dit, non? Que l'anxiété, l'angoisse, c'est parce que nous avons des difficultés à apprendre à attendre, que nous voulons les résultats tout de suite, nous voulons savoir ce qui va se passer demain, nous voulons savoir comment ça va finir. Donc tout ça, ça produit, non, de vouloir devancer le temps, devancer les faits, c'est quelque chose qui produit évidemment de l'anxiété, Donc
Et il faut apprendre à attendre, et ça c'est quelque chose qu'on va aussi apprendre en analyse, parce que ça fait partie, on va dire, ça fait partie du travail. Non. Et donc c'est pour ça que quand on parle de l'image corporelle, c'est quelque chose qui va rentrer en jeu aussi en psychanalyse. Peut-on éliminer quelque chose de désagréable qui nous touche de trop près? Est-ce par manque d'occupation aussi? Par manque de préoccupation aussi. Le profil psychologique de patients obèses ayant des troubles de la conduite alimentaire est souvent caractérisé par une diminution de l'estime de soi, une insatisfaction globale de la vie. Donc en général, ça vient, ça doit être des gens qui sont un peu déprimés, non? Qui vont utiliser obésité ou l'illimité de l'enveloppe corporelle. Très bien, intéressant. Non, c'est-à-dire que je continue à grossir, je continue à grossir. Vous avez vu, il y a des vidéos sur YouTube, non, où on voit des personnes qui pèsent 300 kilos et ils sont fiers, ils se présentent, ils pleurent pas, hein, ils sont très contents que la place du stade, la favorisation dans l'obésité. Donc il y a, mais ce qui va être intéressant en psychanalyse, donc l'obésité, c'est une fixation de la phase orale. C'est ça, Clémence? Oui, c'est ça. Donc, il y a la relation du sujet avec son image corporelle. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'il faut écouter le patient, comment il va parler de comment il perçoit son image corporelle, comment ses sentiments vont influencer, non, les sentiments des autres, les phrases qu'il écoute autour de lui, non, qu'il écoute autour de lui, parce qu'il y a des familles où, par exemple, il y a des mamans qui adorent de la manger, de la manger, de la manger, de la manger, non, par exemple. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Le désagréable est parfois tellement douloureux qu'il paralyse. Comment le présenter? À quoi le lier comme moment pour le dépasser? Bon, alors, ça dépend, non? Parce que s'il y a de la douleur qui est en jeu, c'est-à-dire qu'il s'agit d'autre chose. Là, on n'est plus dans le mode du désagréable. S'il y a douleur, il y a autre chose qui est en jeu. Donc il faut voir, parce que s'il y a douleur, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y a culpabilité. Donc vous voyez, quand il y a culpabilité, c'est quelque chose de tout à fait psychique. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par l'analyse pour savoir de ce dont il s'agit. Donc je parlais de l'image corporelle qui va donc influencer et donc tout ce qui va intervenir, non, tout ce qui va intervenir pour le sujet face à son image corporelle. Et qu'il y a beaucoup, bien sûr, de préjugés sur l'image corporelle. Et comme maintenant, comme le nombre d'obèses, comme ils ont l'habitude de faire, comme le nombre de névrosés augmente, ils sont en train de normaliser les attitudes des névrosés, comme le nombre d'obèses augmente, ils sont en train de normaliser les personnes obèses, alors que c'est un problème de santé, parce que ce n'est pas simplement un problème d'esthétique, parce qu'effectivement, il peut y avoir des personnes non bien portantes, on va dire, qui sont magnifiques. Donc ce n'est pas en relation avec l'esthétique qui nous donne sans cesse à manger. Ben, ils ont l'impression qu'ils sont bien dans leur rôle de parents. Donc à quoi ça sert une mère? À donner à manger. C'est la première chose qu'elle a fait, non, avec son enfant. C'est la première chose qu'elle a fait avec son enfant. Oui, adore donner à manger, prendre soin des autres, s'occuper de tout le monde et ne pas prendre soin de soi-même. Vous parlez de vous, Manon? Donc, je veux dire que ça, c'est... Donc, on s'occupe des autres pour ne pas s'occuper de soi-même. Non, que ce n'est pas évident de prendre soin de soi-même, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, alors que pour pouvoir aider les autres, il faut commencer par soi. Non, il faut commencer que nous sommes, nous, le premier exemple. Le premier exemple est non seulement pour donner l'exemple, sinon pour avoir la capacité d'aider. Parce que sinon, quelle aide je vais donner si moi je suis plein de troubles? Je souffre de troubles partout, quelle aide je vais pouvoir donner? Normaliser coûte moins cher à tout niveau, que ce soit l'argent, le temps, l'investissement. Effectivement, Soraya. C'est-à-dire que nous normaliser comme malades, c'est quelque chose qui va être tout à fait rentable pour les laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Non, donc, ils vont nous normaliser comme malades et donc ça va être quelque chose qui va donc produire beaucoup d'argent pour certains. Produire beaucoup d'argent pour certains. Donc, et quand je parlais de l'image corporelle, non, par exemple, encore faut-il savoir comment s'aider soi-même. Une psychanalyse, c'est pas compliqué du tout. Donc, par exemple, quand on parlait de l'image corporelle et de l'influence des phrases,
Par exemple, il y a des phrases qu'on a écoutées et qu'on se rappelle plus qu'on a écoutées et que maman disait, on va dire, et que et que maman disait, et que par exemple dans une analyse, non, une femme a découvert que que sa mère lui avait dit, que sa mère lui avait dit, à partir de 40 ans, une femme perd toute sa beauté. Et donc, à partir de 40 ans, elle avait arrêté de s'occuper d'elle. Elle ne s'occupait plus d'elle, donc elle ne prenait plus soin d'elle, et elle avait vieilli super rapidement. D'où parfois le rejet de la psychanalyse, car elle coûte en temps. Donc, mais comme disait Freud, non, la stupidité a de pires conséquences. On va dire l'homme est le seul animal que la prise de poids inquiète. Mais ça doit être aussi le seul animal qui grossit comme ça, Olivier. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'animaux obèses. Ou les animaux qui sont obèses, c'est parce qu'ils sont en relation avec des êtres humains. Mais sinon, les animaux n'ont pas ce genre d'exagération, puisqu'on va voir, non, ce qu'on a vu ici, que l'obésité, c'est en relation avec notre mortalité. J'habite le nord de la France, c'est vrai que l'on me renvoie parfois que je suis maigre, avec une taille 40. Sandrine, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est une caractéristique du nord de la France, mais peut-être c'est tout à fait possible. Après, il y a des gens, non, qui, non, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde ne fait pas des commentaires gentils, et donc il y a des gens qui ont des difficultés à tolérer que l'autre soit beau, que l'autre réussisse, que l'autre soit content, que non, donc il y a des difficultés, donc en général, ils vont dire des choses dans ce genre-là. Donc, par exemple, non, donc il faut voir aussi qui parle, qui me parle, qui dit quoi. Donc, ce sont toutes des choses qui sont à prendre en compte, non, pour ne pas écouter les phrases de n'importe qui. Enfin, je vais dire de n'importe qui, dans le sens où je dois voir qui me dit ça, pour savoir s'il me convient de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Donc, je vous invite tous, donc, premièrement, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Il est l'heure de se quitter pour ce soir, mais nous revenons la semaine prochaine. Donc, on continue la semaine prochaine et que vous pouvez bien évidemment commencer une psychanalyse en ligne. Moi, je vais travailler pendant tout l'été. Donc, si ça vous intéresse, je suis à votre disposition. Le silence a le poids des larmes. Louis Aragon, c'est très joli, oui. Le silence a le poids des larmes. Donc, et le silence, on va dire, c'est aussi quelque chose de très agressif. Non, ne pas parler avec l'autre, c'est aussi une agression. Séverine, bonne soirée. Saravara, merci à vous. Donc, Feti, bonne fin de soirée. Kamal, merci, au revoir, bonne soirée. Donc, bonne continuation à tous. Vous pouvez aimer cette page, la partager pour qu'on soit plus nombreux à nous informer. Merci à vous, René, pour nous informer donc sur Nadine, bonne soirée. Toujours aussi constructif. Et ce moment, Marie-Laure, au revoir. Merci beaucoup, Jean-Loup, au revoir. Soraya, bouffez l'oxygène en vous écoutant. Belle soirée, Françoise. Et Souila, merci. Célia, Geneviève, merci à vous et bonne soirée. Samia, bonsoir. Catherine, on peut voir un replay. Oui, la vidéo reste sur cette page. Claudine, bonsoir. Nathalie, au revoir. Annick, bonsoir. Simona, Martine, Rose Michel, bonne soirée, Harris, Olivier, bonne continuation, Nadia, bonne continuation, merci beaucoup et à bientôt. À mardi, Paola, à mardi, Camille, bonsoir, au revoir Fabienne, Céline, au revoir, Michel Laurent, à mardi, bonne soirée, Céline, bonne soirée, merci à vous cordialement. Céline, merci pour votre esprit de partage. Merci beaucoup en direct du Québec. Bravo. Merci Bleu Lumière. Bonsoir. Leïla, bonsoir. Nassera, bonsoir. Donc, on avait dit Kiki, je me rappelle plus le nom. Bleu, bonne soirée. Aris, bonne soirée. Yvelis, je suis arrivée trop tard. C'est à revoir Nina en replay. Sonia, bonne soirée. Allez, au revoir. Au revoir et à mardi prochain, on continue. Allez, au revoir. Ciao.